Chef de l'État au port autonome de Conakry, professeur Alpha Condé, son homologue namibien, visite les installations du groupe Bolloré, échange avec les responsables, mais pas seulement. Nous saurons tout dès le début de ce journal. Et puis 10 jeunes élèves guinéens poursuivent leurs études en Malaisie. C'est le fruit d'une coopération renforcée entre la Fondation Prosmi de la Première Dame et la Fondation Al-Nour de la Malaisie. C'est l'école d'élite de la Malaisie qui accueille les jeunes guinéens. Nous irons sur la plage de Kipé en banlieue de Conakry. Elle sera bientôt réaménagée. Une opération séduction des touristes pilotée par la commune de Ratoma et le gouvernorat de Conakry. L'expertise française accompagne le projet. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Ce qui concentre l'attention ce soir, feuille d'audience du chef de l'État, le président Alpha Condé reçoit au palais Sékou Toureya son homologue namibien. Le défi pour les deux hommes d'État est d'intensifier les relations entre la Guinée et la Namibie. Le point avec Ibrahima Keita. Cette deuxième journée de la visite du président de la République de Namibie a commencé par ce tête-à-tête avec le président de la République, le professeur Alpha Condé. Les deux hommes d'État ont tout d'abord mis l'accent sur le renforcement des liens de coopération entre Windhoek et Conakry. Le chef de l'État et son hôte ont aussi parlé de la diversification des liens de coopération existants entre les deux pays, avant de passer en revue les grandes questions africaines et internationales. Juste après, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de plusieurs accords entre les deux pays. Le premier est un accord cadre de coopération entre le gouvernement guinéen et le gouvernement namibien. Le deuxième accord porte sur la création d'une commission mixte de coopération entre les deux pays. Le troisième, lui, est un mémorandum d'entente portant sur les consultations politiques et diplomatiques régulières entre les autorités des deux pays. Et le dernier concerne un mémorandum d'exemption réciproque de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services. Visiblement, la visite en Guinée du président namibien a permis aux deux chefs d'État de se rapprocher davantage en vue de renforcer et de diversifier les axes de coopération entre la République de Namibie et la République de Guinée. Je vous le disais en titre, le chef de l'État s'est rendu ce mercredi au port autonome de Conakry, accompagné de son homologue namibien. Les deux présidents ont rencontré les patrons de Bolloré pour parler essentiellement du fonctionnement du groupe. Sanassi Keita nous en dit plus. C'est dans une ambiance festive que le président de la République et son hôte de marque, le président de la République de Namibie, sont arrivés sur le terminal à conteneurs du port autonome de Conakry. Autorités portuaires, dockers et responsables du groupe Bolloré sont venus nombreux pour réserver un accueil chaleureux aux deux présidents, professeur Alpha Condé et Hak Gengob. Une occasion mise à profit par les responsables du groupe Bolloré d'expliquer clairement aux deux chefs d'État le mode de fonctionnement du terminal à conteneurs. Le ministre d'État en charge des transports se félicite de cette visite qui vient effectuer professeur Alpha Condé et son homologue de la Namibie. C'est une opportunité pour la Guinée de renforcer ses relations tant politiques que diplomatiques qu'économiques avec un pays frère, la Namibie, dans le cadre de l'amélioration de la coopération sud-sud. Et je crois que le terminal à conteneurs de Bolloré est l'exemple de ce que sera demain le port conventionnel de Conakry, lorsque le concessionnaire aura pris possession de ce port, qu'il y aura investi les centaines de millions de dollars qui sont prévus dans la convention de concession. Je pense que, comme vous le voyez, le terminal à conteneurs de Bolloré s'est considérablement amélioré ces dernières années. Il est devenu un terminal compétitif dans la sous-région et nous espérons que c'est ce ressort qui va arriver au terminal conventionnel qui vient d'être mis en concession. Je crois que c'est une très bonne chose que cette visite ait eu lieu. C'est une occasion de montrer aux autres que la Guinée est capable de compétitivité dans ses installations portuaires, que la Guinée est capable d'être parmi
les meilleurs pays de la sous-région en matière de gestion portuaire lorsque cette gestion se fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire lorsqu'elle se fait par un concessionnaire qualifié qui est effectivement en mesure non seulement de faire les investissements nécessaires, mais aussi qui est en mesure de mettre à disposition une expertise capable d'améliorer la compétitivité et la rentabilité de nos installations portuaires. Juste après cette visite sur le site du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry, Professeur Alpha Condé et son frère et ami, le président Hak Gengob, se sont rendus à la Blue Zone de Kaloum. Ici, les deux chefs d'État ont également scrupuleusement contemplé toutes les installations de ce lieu de loisirs, blotti au cœur de la commune de Kaloum. Restons au port autonome. On les annonçait prêts à plier leurs bagages, mais ils ont choisi de rester en Guinée. Et au port autonome de Conakry, les transitaires maliens poursuivent leurs opérations. Soulagement de leurs compatriotes opérateurs économiques, c'est aussi le signe d'une coopération sud-sud bien entretenue. Et pour comprendre ce qui se passe entre rumeurs et réalité, notre équipe s'est rendue sur place. Témoignage en images dans ce reportage de Fodé Camara. Situé à 900 km de Bamako, l'un des avantages compétitifs du port autonome de Conakry est sa proximité avec le Mali, un pays voisin dont le trafic de conteneurs et de blé transitant par le terminal de Conakry est revu à la hausse. De 59 000 tonnes en 2017, le volume de blé malien débarqué cette année frôle les 90 000 tonnes en 8 mois d'activité qui se poursuivent sans aucune interruption. Aujourd'hui, nous voyons que de plus en plus, des Maliens s'inscrivent à venir fréquenter le port de Conakry. Et même le trafic local qui n'arrive pas à Conakry, à Koné ne sort. Le trafic transfrontalier, Kouré-Malé, Ségri, Kankan, Bamako, a plus que doublé. Donc, si la direction du port a reçu une correspondance disant que les entrepôts du Mali vont prendre plus de bagages et partir, ça c'est même rigolo. Donc nous nous inscrivons en faux. Et ce n'est pas vrai. Pour le mois, les 8 premiers mois, nous sommes à 87 000 tonnes. Donc, si on a comparé à 2016, nous sommes à 189% de plus. Et en fin de mois, il y a un bateau malien qui est même annoncé. Donc, le contrat qui relie les opérateurs économiques maliens, c'est jusqu'à 300 000 tonnes par an. Nous avons jamais dépassé 70 000 tonnes. Si nous arrivons à 70 000 tonnes, à 300 000 tonnes, ça veut dire que des efforts sont en train d'être faits et que malgré que des problèmes sont là par rapport au réseau routier qui est vraiment, le relève est difficile, les camions maliens aujourd'hui, depuis que le groupe Keta est venu avec une centaine de camions pour transporter le blé, les camions maliens qui sont venus transporter le blé, les opérateurs économiques maliens, les transporteurs maliens commencent à fréquenter le port avec leurs propres moyens de transport. La principale doléance des autorités des entrepôts maliens en Guinée est liée à l'amélioration de la fluidité dans le traitement des marchandises. Ceci pour réduire de façon drastique les surestaries en attendant des travaux d'extension d'envergure. Plus de 400 milliards de francs CFA de trafic avec le Sénégal. Conakry est le port le plus proche, 900 km. Des embarcations, nous, pays voisins de la Guinée, qu'est-ce que nous souhaitons? Que le port de Conakry soit le port le plus attractif. Que des investissements à hauteur se fassent. On ne peut pas rester dans le progrès de l'homme, mais il faut aller. Tout homme qui n'aspire pas à évoluer sera dépassé. Il faut que les investissements soient faits. Cette démarche visant à positionner le port de Conakry comme port naturel du Mali est susceptible d'augmenter les redevances du port autonome et d'accroître les échanges entre le Mali et la Guinée, deux peuples frères unis par des liens séculaires. La Banque africaine de développement s'engage à accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social 2016-2020. Un document élaboré par l'institution africaine et rendu public à Conakry dévoile la stratégie d'intervention du groupe de la BAD en Guinée pour les 5 années à venir. Maïmouna Bella Diallo, Sadoubari. Ce document s'articule autour de 2 piliers stratégiques. L'amélioration de l'accès à l'énergie et le développement des chaînes de valeurs agricoles et industrielles.
Selon les prévisions faites par le PNDS, Plan national de développement économique et social, 6 opérations seront effectuées pour un montant de 60 millions de dollars pour faire face aux questions énergétiques, agricoles et d'infrastructures. La BAD va intervenir notamment au développement des capacités de production de transport et au renforcement des réseaux. Cette stratégie vise à faire de la Guinée la plaque tournante régionale dans le secteur énergétique. Depuis la première opération de la banque en Guinée en 1974, à ce jour, le montant total des approbations de la banque pour des opérations en Guinée se chiffre à plus de 1,7 milliard de dollars, dont près de 32% de ce montant ayant été accordé durant les 5 dernières années. La nouvelle stratégie de la banque est alignée sur les 5 actes prioritaires du Plan national de développement économique et social de la Guinée, mais aussi sur la stratégie décennale de la banque et les 5 grandes priorités de la banque que nous appelons les top 5. Il s'agit de l'initiative Éclairer l'Afrique, Nourrir l'Afrique, Industrialiser l'Afrique, Intégrer l'Afrique et enfin améliorer les conditions de vie des populations africaines. La stratégie prévoit également de porter à l'horizon 2022 l'accès à l'électricité, 50% au plan national, 18% en milieu rural et 65% en milieu urbain. À l'horizon 2022, le document stratégie prévoit l'extension et la modernisation de l'activité agricole dans la région de Boké. Une prévision qui sera atteinte à travers l'augmentation des bas-fonds aménagés et périmètres irrigués et l'augmentation du nombre d'entreprises de l'agro-industrie. On a échangé sur toute la définition des problèmes, l'identification des contraintes, l'identification du potentiel et surtout on a tiré les leçons des DSP antérieurs et de la revue du portefeuille. Ça nous a permis d'arriver à ce niveau de dialogue qui nous permet de nous entendre sur un document de stratégie pays qui va être présenté au Conseil d'administration de la Banque africaine de développement. Autre action annoncée par le document stratégie, l'aménagement de 800 km de pistes rurales et la réhabilitation de 90 km sur le tronçon Boké-Kébou. Un travail de désenclavement qui devrait favoriser la mobilité des personnes et leurs biens dans la zone. Un investissement qui prévoit la création d'environ 8000 emplois. C'est la fin des vacances judiciaires dans le pays. Après un mois de relâche, magistrats et avocats vont reprendre le chemin des tribunaux. L'occasion pour le ministre de la Justice d'annoncer de nouvelles dispositions pour le bon fonctionnement des cours et tribunaux. Thierry Younoussa Diallo. Fini les vacances judiciaires, les magistrats reprennent le chemin des cours et tribunaux au terme d'un mois de repos devenu un rituel dans l'administration de la justice. Dans les juridictions de Conakry et de l'intérieur du pays, les magistrats procèdent déjà à l'examen des dossiers en instance de jugement et reçoivent les plaintes des justiciables. La reprise intervient après un vaste mouvement du personnel. Il y a eu les passations de fonctions entre les magistrats partants et les magistrats rentrants, notamment au niveau de Kankan, au niveau de Labé, au niveau de Zérékoré, au niveau de Kindia et même au niveau de Conakry, au niveau de la cour d'appel de Conakry. Donc tous les nouveaux magistrats sont en poste. On a demandé que le travail recommence de plus belle pour que l'émergence de la justice continue dans notre pays. Donc je rassure la population guinéenne que aussi bien dans les cours et les tribunaux de Conakry et à l'intérieur du pays qu'à la Cour suprême, le travail a repris, les magistrats sont à l'œuvre pour travailler et pour l'année judiciaire. S'il plaît à Dieu, dans les 2 mois à venir, en concertation avec le président de la Cour suprême, nous allons faire donc la rentrée judiciaire des cours et des tribunaux. La deuxième depuis que je suis ministre de la Justice. Dans les différents services de la justice, les responsables entament la nouvelle année judiciaire avec détermination. Dans certaines juridictions, le défi est important, eu égard à la complexité des procédures judiciaires. Présentement, c'est la reprise. Les présidents de section sont là. Je suis en train de distribuer les dossiers et nous avons même commencé les audiences de référés et les audiences de flagrant délit. Nous revenons avec force, surtout la confiance qui a été placée en nous, les femmes,
Si vous avez constaté, les 3 juridictions de TPI de Conakry sont gérées par des femmes. Donc cette promotion, c'est un défi qui nous est lancé et nous promettons vraiment être à la hauteur. Nous sommes déterminés à mener l'année judiciaire avec efficacité, avec brio, et nous ferons le travail comme nous l'avons toujours fait pour que le service public de la justice soit mené avec succès. La reprise des audiences est un réconfort pour les citoyens en quête de justice. Merci Tcherno Younoussaba. C'est une rencontre sous-régionale sur le traité du commerce des armes. À Conakry, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale plaide pour sa mise en œuvre. Le groupe reçoit le soutien des députés ouest-africains. L'objectif est d'harmoniser les décisions sur le port des armes dans la sous-région. Le point avec lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura, correspondant de la presse militaire. La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre constituent un fléau majeur qui nuit au développement économique, politique et culturel des pays du monde en général et de l'Afrique en particulier. Pour freiner l'élan de ce phénomène sur l'espace ouest-africain, les parlementaires de la sous-région se retrouvent à Conakry pour mettre en place une plateforme d'échange sur les mécanismes opérationnels de contrôle du commerce des armes. Pour atteindre un niveau de paix et de sécurité qui favorise la stabilité et le développement, le contrôle effectif des armes légères et de petit calibre est devenu une préoccupation majeure pour la CEDEAO et ses partenaires au développement. C'est pourquoi ce traité engage les États qui l'ont ratifié à adopter un dispositif de contrôle national des transferts d'armes conventionnels. L'adoption puis la ratification des traités sur le commerce des armes est une avancée majeure dans la prévention des conflits armés et donc dans la préservation de la paix. C'est pour cela que les commissions en charge de la sécurité doivent poursuivre leur plaidoyer, mettre à disposition du gouvernement les instruments juridiques adéquats et exercer leurs prérogatives de contrôle. Il s'agit pour cette rencontre de créer un cadre de coopération, d'assistance et d'échange entre ces commissions parlementaires afin d'influencer la mise en œuvre effective du traité sur le commerce des armes. Établir des normes internationales communes visant à réglementer le commerce international des armes est, de toute évidence, le pari à gagner dans le combat contre la menace à la paix et à la sécurité internationale. Le traité sur le commerce des armes a été ratifié par plusieurs États africains. Il est rentré en vigueur le 24 décembre 2014. Le constat révèle qu'avant le printemps arabe, plus de 8 millions d'armes légères étaient en circulation en Afrique de l'Ouest, ce qui constitue une réelle menace pour la sécurité. Le partenariat entre les fondations Prosmi de la Première Dame de la République et Al-Nour de la Malaisie se renforce. L'école d'élite de Malaisie vient de recevoir 10 élèves guinéens inscrits au collège et lycée et totalement pris en charge par les partenaires de la Fondation Prosmi. Les explications avec Maurice Sidibé. Ces 10 enfants guinéens accueillis à l'aéroport international de Kuala Lumpur vont étudier désormais à l'école IMAS, International Modern Arabic School de Malaisie. Ces enfants sont accompagnés par une délégation de la Fondation Prosmi de la Première Dame de Guinée. J'avoue que en Guinée, nous nous battons pour améliorer l'éducation des enfants. Et ce que j'ai vu ici, c'est vraiment l'excellence, les conditions pour créer l'excellence. Depuis le logement des enfants, les conditions qui sont créées pour eux, à l'école, les laboratoires, les salles de classe, les programmes d'études, l'accueil, je suis comblé de joie. Mais ce n'est pas fortuit, c'est parce que quelqu'un a fourni de l'effort. Donc, je loue encore une fois de plus les efforts de Madame Kwandé Guéné pour tout ce qu'elle fait pour l'éducation et c'est des programmes de ce genre que nous cherchons. Parmi ces 10 enfants, certains sont issus des familles démunies, d'autres sont des leaders dans leurs écoles d'origine en Guinée. Avec niveau collège et lycée, ils vont suivre des formations jusqu'à l'obtention des diplômes universitaires. Cette école d'élite a une capacité d'accueil de 1700 élèves de 50 nationalités à travers le monde. Ils sont mis à la disposition de la Fondation Al-Nour, propriétaire de cette école, en présence des autorités de l'ambassade de Guinée en Malaisie. Nous pensons que c'est un très bon départ
Et si les efforts sont continus dans ce sens, nous pensons que la Malaisie, en rapport avec la Fondation Al-Nour, dans sa collaboration avec la Fondation Prosmi, pourra accueillir davantage de nos enfants pour leur formation en Malaisie. Donc ils sont prêts à assister ces enfants pour que ces enfants-là seront la lumière. Donc la confiance que vous l'avez mis en leurs mains, qu'ils prient le Tout-Puissant Allah que cette confiance ne soit pas bafouée et ils vont faire tout pour la formation de ces enfants. L'inscription de ces enfants guinéens à l'école immense est le fruit du partenariat établi entre la Fondation Al-Nour et Prosmi lors de la visite de la première dame de la République en Malaisie en 2016. Chapitre santé, aller plus vite que les épidémies en Guinée, c'est le défi que se fixe le ministère de la Santé. Le département initie avec l'OIM et l'Union européenne un projet d'alerte des épidémies. L'appui de l'Agence nationale de sécurité sanitaire favorise la mise en place d'un dispositif de réponse aux urgences, notamment dans des zones jugées à risque comme Forikaria et Zérékoré. Les explications avec Tierno Marfouba, Mohamed Pati Kamara, Al-Gassimouba. Après plusieurs années d'épidémies régulières de choléra et la crise à virus Ebola, la Guinée dans sa lutte a mis l'accent sur l'approche communautaire. Pour accompagner ce élan de réussite, une nouvelle offensive vient d'être engagée dans les zones à haut risque. Les préfectures de Forikaria et de Nzérékoré sont les cibles de ce projet. Il va préparer les agents de terrain à répondre efficacement aux urgences de santé publique. Nous, l'OIM, on est interpellés parce que c'est des maladies transmissibles et qui sont liées à la mobilité humaine. Donc l'idée, c'est de ne pas du tout s'attendre à ce que ces mouvements de population aussi renforcent ces maladies transmissibles, mais c'est de veiller à ce que les mécanismes que nous mettons en place nous permettent de mieux gérer ce type de crise. Il s'agit d'un projet d'aide humanitaire de courte durée, réalisé avec un cofinancement de CDC, parce que l'Union européenne, CDC et les partenaires souhaitent ouvrir ensemble dans la réalisation du programme mondial de sécurité sanitaire et s'aligner pour apporter un appui institutionnel de façon conjointe aux autorités. Ce projet d'intérêt national cible 1607 personnes et 93 organisations pour une période de 18 mois. Les bénéficiaires vont être outillés en technique de gestion des urgences sanitaires. Avant la matérialisation de ce projet, le comité de pilotage présente sa feuille de route au ministre de la Santé. Grand intérêt pour le ministère de la Santé, pour le gouvernement de la République de Guinée et pour tout le pays entier. En fait, pourquoi c'est important? Parce que depuis un certain temps, moi je peux me permettre de le dire avec précision, depuis 1970, la Guinée fait face à des épidémies, et des épidémies importantes. En 1970, on a eu l'épidémie de choléra, et par après, d'autres épidémies. Il n'est pas dit que c'est seulement à partir de 1970, bien avant il y avait des épidémies. Mais de façon enregistrée, historique, on connaît l'histoire de 1970. À partir de ce moment, il y a eu beaucoup d'épidémies. Alors ce projet est d'un grand intérêt parce que ça va nous permettre d'être vigilants. Ce comité de pilotage multisectoriel d'appui aux urgences de santé publique dans les zones à haut risque est piloté par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, en synergie avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Comment faire face à la salubrité publique? Toutes les politiques de gestion des déchets publics ont jusque-là montré leurs limites. Une idée est en train d'être expérimentée, la professionnalisation des PME en charge de la collecte et du transfert des déchets solides et ménagers. Une initiative de l'organisation catholique pour la promotion humaine, Caritas Guinée. De quoi s'agit-il en réalité? Regardons ce reportage d'Ousmane Ba. La politique gouvernementale visant à faire de Conakry une ville propre est en marche.
À la faveur de cette rencontre, ces acteurs réfléchissent sur un mode d'assainissement périn de la capitale. C'est pour définir un cadre juridique opérationnel pour la consolidation de la salubrité publique. Une initiative de l'Organisation catholique pour la promotion humaine OCPH Caritas Guinée et ses partenaires. L'OCPH Caritas Guinée étant la branche justement de l'Église qui s'intéresse au témoignage au service, et nous sommes appelés à la pastorale sociale. Je pense que c'est aussi un moyen pour nous de démontrer que l'Église est du côté du gouvernement et l'Église doit activement prendre part au développement du pays, s'impliquer aussi dans la salubrité de la population. Quiconque parle aujourd'hui de l'assainissement de la ville de Conakry parle du problème récurrent qui reste dans le cœur de chaque Guinéen, tant le problème est préoccupant. Je le répète. Heureusement, la volonté politique du gouvernement s'affiche clairement. Il est évident que l'assainissement de la ville de Conakry n'ira pas en dehors de la professionnalisation. En plus de la professionnalisation du secteur, ces cadres comptent sur le partenariat public-privé pour répondre à la problématique de collecte et transfert des déchets solides et ménagers. Cet atelier porte sur le thème recours au partenariat public-privé pour des solutions adéquates au financement de la problématique de la gestion des déchets à Conakry. Donc l'objectif visé par cet atelier est de réfléchir avec les acteurs du secteur de l'assainissement pour identifier des pistes de financement pérennes pour l'amélioration du deuxième maillon de la filière, c'est-à-dire la collecte et le transfert des déchets. La question de salubrité doit être l'affaire de tous pour garantir la santé publique. Déjà, le gouvernement a pris le devant en décrétant le dernier samedi de chaque mois comme jour d'assainissement à Conakry. Et puis notre rubrique La Guinée en bref, une compilation de l'actualité nationale commentée par Moussa Komara. Une mission du Fonds monétaire international séjourne actuellement à Conakry. L'objectif de cette mission est de faire le point sur le programme économique et financier soutenu par la facilité élargie des crédits. Il s'agit d'examiner les ministères économiques, les critères de performance économique budgétaire de la Guinée, mais aussi regarder de près les perspectives du second semestre. La mission va s'étendre du 18 septembre au 1er octobre 2018. Voici désormais le visage du ministère des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger. Le bâtiment principal entièrement rénové et rééquipé. Après un tour dans les différents bureaux et couloirs du département, le ministre Mamadi Touré apprécie la qualité des travaux effectués. Ce geste est du réseau des chambres d'experts département Afrique de l'Ouest en Guinée. Et en plus de cette rénovation, cette structure d'aide humanitaire basée en Belgique prévoit la construction de 20 centres de santé et 20 écoles d'ici 2020. 20 centres de santé, 20 écoles primaires, on va tout équiper. Mais on va discuter au niveau du centre de santé avec le ministère de la Santé, les sites, ainsi de suite. On travaillera ensemble par rapport à cela et avec le ministère de l'Éducation aussi, on travaillera en fonction de ça. À l'Abbé, les acteurs chargés de protection des enfants s'approprient les stratégies de lutte contre la traite des personnes. Au nombre de 30, ils viennent des ONG de défense des droits de l'homme, de la gendarmerie, de la police et du ministère de l'Action sociale. Au total, 2 documents stratégiques font l'objet de vulgarisation. L'opération est pilotée par le Comité national de lutte contre la traite. Ce document fait un peu l'évaluation de tout le système que nous développons pour la prise en charge des victimes. Concernant la prise en charge psychosociale, la prise en charge judiciaire, l'accompagnement judiciaire que nous offrons aux victimes, mais aussi la prise en charge en termes nutritionnels, surtout des enfants que nous interceptons. En
titre, la plage de Kipi Dadia va bientôt changer de visage. Son aménagement est annoncé par les autorités communales et régionales de Conakry. La plage a séduit un promoteur français qui veut concevoir en ce lieu tout ce qui peut attirer du beau monde. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. Ici, à la plage de Kipi Dadia, dans la commune de Ratoma, la pose de la première pierre est effectuée par les autorités en compagnie du promoteur français. Elle marque le début des travaux du projet de construction de la plage de Kipi. Nous construisons une cuisine avec un cellier et ensuite une terrasse couverte. Et devant, nous construirons une terrasse découverte avec vue sur la mer. Des gens, quand ils viennent ici, c'est pour se reposer, pour être au calme, pour être tranquille, profiter des joies de la mer. Et donc éviter tout débordement. Et même lorsqu'il y aura des manifestations, en l'occurrence des concerts, le système de sécurité sera renforcé à ce moment d'événement, à ce type d'événement. En plus du restaurant terrasse, un espace de détente, une plateforme pour la jeunesse et un parking auto seront réalisés. Ce projet rentre dans le cadre de l'aménagement et de la sécurisation des plages de Conakry. Ça donne le ton d'un ensemble d'engagement qui doit être, comment dirais-je, l'engagement des jeunes de la ville de Conakry pour qu'ils acceptent enfin que les plages soient reconstruites. Combien de plages? Je cite Benares. Combien de plages? Takonko, Tayaki et que sais-je encore, toutes des plages déjà programmées pour être affectées aux partenaires qui vont aider les jeunes à s'installer. Notre objectif, c'est de rendre Conakry beau, rendre les plages de Conakry fréquentables à l'image des autres pays de la sous-région. Nous savons que l'État ne peut pas s'occuper de tout. Voilà pourquoi on a fait appel aux investisseurs privés pour nous accompagner dans l'accomplissement de ces projets. 60 000 € est le montant qui sera débloqué par l'investisseur français pour la réalisation de ce lieu de rencontre et de divertissement. Les entreprises Badala et Nora Plus exécutent les travaux pour une durée de 2 mois. Ce mercredi, c'est l'Achoura, un événement religieux pour les musulmans. Il est appelé Tamharit au Sénégal et Djambeïté en Guinée. Quel que soit le petit nom qu'on lui donne, l'Achoura commémore le jour où Dieu a sauvé Moïse du Pharaon, à l'image du prophète Mahomet, paix et salut sur lui, qui jeûnait ce jour. Plusieurs musulmans observent cette pratique facultative depuis l'introduction du jeûne du Ramadan. Batouli Diallo, Abdul Karim Kamara nous en disent plus. L'Achoura ou la fête de Djambeïté. Un jour exceptionnel où les fidèles musulmans se rapprochent davantage de leur Créateur par des actes d'adoration comme le jeûne. À l'occasion, ils commémorent plusieurs faits miraculeux qui témoignent de la grandeur de Dieu. C'est un jour béni chez le Dieu quand quelqu'un a jeûné après le jeûne du carême. Il n'y a pas un jeûne que Dieu aime plus que le jeûne du 10e jour de ce mois. C'est ce jour-là que Dieu a rendu Youssouf à son père Yacoub. C'est ce 10e jour-là que Yacoub, quand il était aveugle, que Dieu lui a donné la vision. C'est ce 10e jour-là que Dieu a sauvé Mahomet pour ses ennemis de la Mecque. Ça, c'est beaucoup des miracles que Dieu avait fait dans ces jours. Pendant ce mois de Muharram, certains responsables de familles musulmanes interdisent le mariage, ce qui est contraire au principe de l'islam selon les ulémas. Il y a des gens même qui disent que bon, dans ce mois-là, on ne doit pas faire le mariage, mais ils ont tort, ils ne sont pas compris. Parce qu'on dit qu'on ne doit pas blesser quelqu'un. Les Arabes ont dit que même si quelqu'un te fait du mal, tu ne dois pas blesser pour que le sang sort dans le mois-là. Mais il n'y a aucun travail musulman qu'on ne fait pas dans le mois. Tous les travaux musulmans on fait dans le mois, y compris le mariage, le baptême, tout ce qu'on doit faire pour le problème de la religion islamique, on peut faire tout dans le mois là. L'imam Ali Souma demande de faire comprendre à la jeune génération l'importance de cette fête selon les principes de la sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. En Guinée, elle est moins célébrée, déplore-t-il.
Et puis notre rubrique en 60 de la souveraineté nationale. Ce soir, gros plan sur la compagnie aérienne nationale Air Guinée, symbole de l'autonomie guinéenne dans l'espace aérien depuis décembre 1960. C'est un grand format signé Mahmoud Bari. Après la proclamation de l'indépendance en 1958, la Guinée, pour jouir pleinement de son espace aérien, a mis en place une compagnie aérienne nationale. Des pays amis comme la Tchécoslovaquie d'alors et l'ex-Union soviétique aident à la création le 30 décembre 1960 d'Air Guinée. Les premiers équipages sont aussitôt formés pour garantir l'autonomie de la flotte rouge, jaune, vert. La compagnie a essentiellement pour mission d'assurer le transport des personnes et des biens dans l'intérêt exclusif du nouvel État. En termes d'infrastructures, en plus de l'aéroport international de Conakry, ouvert depuis les années 1950, l'aviation civile planifie la création de nouveaux aéroports à l'intérieur du pays et trouve des équipements nécessaires à leur fonctionnement et à leur opérationnalisation. L'aviation civile devient un problème d'enjeu national. À l'époque, on avait un aéroport international, celui de Conakry, qui avait, du point de vue technique, tout ce qu'il fallait pour pouvoir assurer les vols sur la Guinée et au-delà de la Guinée, et au départ de la Guinée. Donc, nous avons trouvé, parce qu'il faut le dire, vous posez à juste titre, parce qu'en ce moment, la direction de l'aviation civile guinéenne n'existait pas. Elle n'a été créée qu'en 1960. Mais les avions venaient et les avions partaient de la Guinée et à partir de l'aviation. Et donc le ministère des Affaires étrangères, dès l'accession du pays à l'indépendance, a su quelles sont les conventions de base auxquelles le gouvernement devra rapidement adhérer pour avoir la totalité de sa souveraineté. Alors vous savez, c'est inutile d'en parler, les premiers actes forts, au 1er novembre 1958 déjà, l'armée guinéenne, et très rapidement, nous aussi, disons, le secteur de l'aviation. La Guinée va élargir davantage les possibilités de l'aviation civile en mettant l'accent sur la sécurité et la sûreté dans la navigation. Le prestige international du pays se renforce au rythme des mouvements de ses avions. La flotte Air Guinée permet d'assurer les vols nationaux et internationaux. Les pilotes guinéens sont alors acclamés dans le monde et surtout en Afrique. Leurs compétences et leurs prouesses en navigation sont citées en exemple. Air Guinée est synonyme de l'indépendance guinéenne. Indépendance en octobre 58, création de la compagnie en décembre 60. En 1961, le décret a été signé. Il y a eu des avions tels que des avions A14 et l'Ilyushin 18 qu'ils ont envoyés en Guinée, qui ont commencé le transport aussi bien des passagers ordinaires que de tous ceux qui avaient comme, par exemple, transport de matériel, transport. Parfois même on transportait des bœufs, par exemple de la Bulgarie, pour venir les mettre avec les nôtres ici afin d'avoir des bœufs beaucoup plus performants, beaucoup plus gros. Et les avions ont eu à faire ça. On a eu à transporter aussi des plans du côté de l'Arabie Saoudite. On a eu à transporter tous les déplacements des équipes, de l'équipe nationale et même de certaines équipes de clubs. Air Guinée a assuré ça au niveau de la CAN, au niveau de presque tous les pays. C'est Air Guinée qui faisait ces transports. Pour ramener le reste de l'Almami Samori, du Gabon par exemple, c'est Air Guinée. Je crois Alpha Air aussi de la Mauritanie, ça a été Air Guinée. Et tous les étudiants guinéens qui étaient à l'époque en Russie, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie, dans tous les pays de l'Est et ailleurs, c'est Air Guinée qui les amenait pour des études et qui allait les prendre pour qu'ils viennent faire les vacances et retourner. Le transport des pèlerins était à 100% assuré par Air Guinée. Au début, tous les départs étaient à partir de Conakry. Mais avec l'arrivée des Boeing et les pistes que nous avons à l'intérieur, aussi bien à Kankan, Labé et Farana, on prenait des pèlerins de tous ces points de la Guinée qui allaient directement à la Mecque. Il n'y a jamais eu de retard. Parfois, on avait 2-3 avions qui se suivaient, le Boeing 707, le 737 et le 727. Donc, on faisait vraiment, il n'y avait aucun problème à ce niveau. Air Guinée a été le troisième acte, pratiquement, du gouvernement après l'armée, 1er novembre, après la monnaie
au mois de mars, en 1959, non? Et Air Guinée a été créé le 30 décembre 1960. Air Guinée donc a évolué de cette date jusqu'en 2002, date à laquelle il y a eu l'extinction de la compagnie, rétrocédée à Mamad Sylla. Au début des années 2000, Air Guinée rentre dans une forte turbulence. La compagnie est à son tour privatisée dans des conditions troubles. Depuis, Air Guinée a disparu de tout contrôle aérien. La société est aujourd'hui liquidée. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, des tentatives de relance d'une compagnie aérienne nationale ont eu lieu sans succès. La fin ou l'arrêt de Air Guinée ne marque pas pour autant la fin du transport aérien en Guinée. Pour répondre au trafic de plus en plus grandissant et rendre aisées les escales, le gouvernement a signé une convention d'exploitation et de gestion de l'aéroport international Conakry-Bessia pour 5 ans renouvelables. La SOSEAC est créée en novembre 1987, une société d'économie mixte qui associe l'État guinéen à hauteur de 51% à des partenaires français, en l'occurrence Aéroport de Paris, l'AFD et la Chambre de commerce d'industrie de Bordeaux. Ce programme prend en compte les contours liés à la fiabilité des installations aéroportières et donne la possibilité aux gestionnaires de moderniser les infrastructures. À ce titre, d'importants travaux sont initiés et exécutés. Nous exploitons et nous renouvelons les infrastructures de l'aéroport. En même temps, contrairement aux autres aéroports, nous sommes une société de gestion un peu particulière par rapport aux autres gestionnaires des autres aéroports des pays limitrophes. Nous avons une particularité qui est la gestion des opérations aériennes au niveau des compagnies. C'est-à-dire nous assurons le holding des compagnies aériennes qui viennent sur Conakry. Et nous avons aussi la mission d'assurer le service de sécurité incendie pour l'aéroport de Conakry. Ces mesures ont du coup facilité l'augmentation des fréquences de vol ainsi que des recettes au niveau du trésor public. Bénéficiant de l'appui du chef de l'État, professeur Alpha Condé, l'aéroport de Conakry est aujourd'hui fréquentable avec un niveau de sûreté et de sécurité à la dimension des normes internationales. Toutes choses qui rassurent acteurs et partenaires du secteur aérien. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Zérékoré, Boké et Koundara. L'info continue sur rtgcoloma.info. Restez fidèles à la télévision nationale.